Alors, chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série Femmes et Société. Et nous enchaînons sur le deuxième épisode consacré à l'histoire des droits des femmes, notamment la Déclaration des droits des femmes et des citoyennes, partie 2, qui fait suite à celle que nous avions présentée il y a quelque temps. Alors, cette présentation s'inscrit, je le rappelle, dans le cadre de la Semaine internationale de lutte pour les droits des femmes. Et à cette occasion, nous recevons le professeur Jacques Bouineau, historien du droit, qui a consacré certains de ses travaux aux droits des femmes, en participant notamment à l'écriture du statut du Résuve et qui était rapporteur à 2 reprises de colloques du Résuve. Cher professeur, bonjour. Bonjour Madame la Vice-présidente. Alors, nous allons donc enchaîner sur la Déclaration des droits des femmes et des citoyennes, selon Olympe de Gouges. La première question que je vous poserai, comment situer cette Déclaration des droits des femmes par rapport à celle bien connue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? La question que je vous poserai, est-ce une simple féminisation du texte de 1789 ? Oui et non, tout dépend comment vous lisez ce texte. Je vais prendre 2 exemples, peut-être pour commencer, et puis on pourra mieux comprendre de cette manière-là. Si on prend l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est libellé de la manière suivante. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Chez Olympe de Gouges, donc dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, l'article 3 devient « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » C'est pratiquement la même chose, sauf qu'il y a une différence énorme. La différence énorme, c'est que Olympe de Gouges dit « la nation qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme ». C'est-à-dire que on voit très bien la critique qui pourrait être opposée par les hommes aux femmes si elles se mêlaient de dire écoutez, nous voulons des droits politiques. Les hommes leur diraient mais non, vous êtes un corps, vous faites partie d'un grand ensemble et vous ne pouvez pas vous exprimer au nom de ce corps de façon solitaire. L'intelligence d'Olympe de Gouges consiste à avoir d'abord défini ce qu'était la nation, la réunion de la femme et de l'homme, et elle reprend le principe des hommes. Oui, bien sûr, aucun corps, aucun individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. C'est-à-dire qu'elle retourne l'argument contre eux et elle dit, vous messieurs, qui n'êtes qu'une partie de la nation, puisque la nation, ce sont les femmes et les hommes. Vous exercez une autorité alors que vous n'êtes pas la nation tout entière. Donc, si vous lisez l'article 3 de façon classique, je dirais, vous allez dire, bon, c'est rien du tout, c'est la même chose. Si vous le lisez de façon plus attentive, on a une fenêtre qui s'ouvre. Un deuxième article peut-être qui est aussi tout à fait intéressant, c'est l'article 15, c'est l'article, oui, l'article 16. L'article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de la femme, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Identique. La Constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. C'est la même chose. Et la majorité des individus, et là se pose un problème de droit. Qui sont ces hommes et ces citoyens qui sont visés par la déclaration de 1789 ? Dans l'exégèse classique, on vous dit les droits des hommes, c'est l'égalité, la liberté et la sûreté, et les droits des citoyens, c'est tout ce qui a trait finalement à la vie publique. Mais si je réfléchis bien, la liberté, ce n'est pas un droit de citoyen. Donc,
la femme ne peut pas être privée de sa liberté de s'exprimer parce qu'elle est citoyenne. Si elle est privée de sa liberté de s'exprimer, c'est parce qu'elle est une femme. Vous allez me dire oui, parce qu'elle n'est pas un homme. Alors ça veut dire que ce ne sont pas les êtres humains, ce sont les mâles. Et c'est exactement ça. Et c'est bien ce qu'Olympe de Gouges a compris. Et c'est bien ce qu'elle remet en cause, justement. Donc, oui, effectivement, et on pourrait prendre des quantités d'articles pour dire que le texte d'Olympe de Gouges n'est qu'une féminisation, en fait, de la Déclaration des droits de l'homme. Mais je crois que ce n'est pas une féminisation. Alors donc, selon vous, est-ce du copier-coller que cette déclaration des droits de la femme? Alors, copier-coller. On va refaire un exercice de textuel. Hein. Vous savez, les juristes sont des obsédés textuels, chacun sait ça. Donc, on va recommencer. On va prendre l'article très connu, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, hein, ainsi l'exercice des droits naturels, etc. Chez Olympe de Gouges, cet article 4 devient « La liberté et la justice consiste à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. » Je crois que là, si vous voulez, on a, et peut-être je m'arrêterai à cet article parce que ça suffira, on touche du doigt exactement la nature du raisonnement d'Olympe de Gouges. C'est-à-dire que les hommes parlent de la liberté. C'est tout. Olympe de Gouges parle de la liberté et de la justice. Et on peut peut-être se rattacher, là encore, et je renverrai à ce que nous disions la dernière fois que nous avons discuté tous les deux, cette justice, c'est une conception platonicienne. Et Olympe de Gouges, décidément, me semble bien s'inscrire dans la grande tradition de la philosophie occidentale. Elle se réfère à Platon. Liberté et justice consistent à rendre ce qui appartient à autrui, alors que dans l'article 4, tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est-à-dire que, consubstantiellement, la femme possède une liberté comme les hommes. Elle possède ce droit d'être libre. Et bien sûr, parce que ce droit d'être libre, c'est les hommes, les commentateurs classiques le rangent dans les droits de l'homme, c'est-à-dire de l'individu. Mais la femme est un homme comme les autres. C'est un individu comme les autres. Et elle a effectivement le droit consubstantiellement d'être libre. Parce que qu'est-ce que la liberté? Soit c'est une réalité juridique. Et à ce moment-là, c'est un droit de la citoyenne. Et les exégètes classiques se trompent en mettant la liberté dans les droits de l'homme. Donc ce n'est pas ça, parce qu'ils n'auraient pas fait une grossière erreur de cette sorte. Donc, si ce n'est pas un droit du citoyen, c'est un droit de la personne humaine. Et si c'est un droit de la personne humaine, il est évident que les femmes constituant la moitié des bipèdes pensants, eh bien, elles ont elles aussi ce droit-là. Et donc la conclusion va être différente. Dans l'article 4 de la DDHC, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ici, c'est les bornes. Alors, les bornes sont indiquées. Hein, c'est dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. On est vraiment dans un contexte juridique. Ici, Olympe de Gouges, que nous dit-elle? Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Nous sommes, encore une fois, à mon sens, dans la philosophie grecque. Les hommes se placent au niveau de la Diké. Olympe de Gouges se place au niveau de la Thémis. Les lois, ce sont les lois de la nature et de la raison. Ce sont les lois de la philosophie. Alors, justement, pensez-vous que la philosophie des Lumières a véritablement introduit l'émancipation de la femme? Non. Non.
Comme nous le disions la dernière fois, la majeure partie des auteurs du XVIIIe siècle ne sont pas féministes. Il suffit de lire l'Émile de Rousseau pour s'apercevoir de la place qu'il accorde aux femmes. Bon, donc, et c'est un exemple parmi 100 autres. Nous avons très peu d'auteurs au XVIIIe siècle. On connaît surtout Condorcet, c'est surtout lui qui a marqué. Bon, il est accompagné par 2 ou 3 autres, mais vraiment ça se compte sur les doigts d'une main, et encore qui a fait la dernière guerre. Donc non, les hommes ne défendent pas les femmes. On a un auteur dont nous avons parlé à la fois à l'université de Mouffia et à la fois du Tampon, c'est Holberg, cet écrivain danois, qui lui va effectivement défendre les femmes de manière, je dirais, naturelle. C'est-à-dire qu'il ne se moque pas d'elles et au contraire, il les défend pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des êtres humains. Donc, ce n'est pas cette philosophie des Lumières qui apporte l'émancipation aux femmes. Et du reste, Olympe de Gouges réagit très vivement. On connaît tous l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, qui donne chez Olympe de Gouges le célébrissime article, si on n'en connaît qu'un, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est évidemment celui-là. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Et là, il me semble que, une fois de plus, on renoue avec la grande tradition des Grecs. Olympe de Gouges, c'est Antigone. C'est Antigone qui se dresse contre les décrets de Créon, qui se dresse justement contre la loi du roi en disant « Mais tu m'interdis de rendre les honneurs à mon frère défunt, c'est ta loi. Simplement, il y a une loi qui dépasse ta loi. Cette loi, c'est la Thémis. » Et justement, Olympe de Gouges, elle se réfère ici, à mon avis, à la Thémis. Donc, non, on n'est pas dans une philosophie des Lumières qui a émancipé les femmes, ou alors de manière indirecte. Parce qu'il est vrai que les philosophes des Lumières ont beaucoup emprunté à la culture classique, mais ils ont emprunté à la culture classique ce qui les arrange. Et on le voit très bien lors de la mise en œuvre au moment de la Révolution française, quand ce que faisaient les anciens, pour faire bref et pour rester dans notre sujet, quand il s'agissait d'enfermer les femmes dans le gynécée, alors ça c'était très bien, et les révolutionnaires trouvent que c'est une très bonne idée. En revanche, lorsque les anciens font des choses et qui ne vont pas dans la philosophie des Lumières, eh bien on glisse pudiquement sur le sujet, alors qu'il me semble que sur ce point-là, Olympe de Gouges, elle attaque frontalement, et cet article 10 chez elle, c'est vraiment la révolte d'Antigone. Et la révolte d'Antigone, c'est la révolte de toutes les femmes. Et en fait, si vous relisez l'article 10 d'Olympe de Gouges, il y a quelque chose qui doit alerter et qui ne se trouve pas dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme vous dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Olympe de Gouges dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales ». Est-ce que l'opinion religieuse est une opinion fondamentale? Oui. Est-ce qu'il n'y a comme opinion fondamentale que l'opinion religieuse? Non. Est-ce que la Thémis, c'est la loi de Dieu? Non. C'est la loi de Dieu si vous croyez en Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est la loi de la philosophie. Et vous retrouvez Platon. Et vous avez la possibilité, dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est vrai, de rassembler beaucoup de monde. Mais dans l'article 10 de la Déclaration d'Olympe de Gouges, vous avez la possibilité de rassembler encore plus de monde. Parce que non seulement vous rassemblez les femmes, ce que les hommes ne font pas, mais vous rassemblez aussi indirectement chez Olympe de Gouges ceux qui ne sont pas foncièrement croyants.
Tout à fait. Mais alors, si on suit votre raisonnement, la femme n'est pas émancipée véritablement par les Lumières. Y a-t-il d'autres catégories qui ont été oubliées? Je pense notamment aux pauvres, aux gens de couleur, aux gays, dirait-on aujourd'hui, les homosexuels à l'époque, les juifs. Qu'en pensez-vous? Les exclusions sont considérables. Jusqu'à la veille de la Révolution, jusqu'en 1787, les protestants, depuis l'édit de Fontainebleau de 1685, les protestants n'appartiennent pas à la catégorie des régnicoles actifs, je dirais, puisqu'ils sont interdits d'un certain nombre de fonctions publiques. C'est Louis XVI qui va améliorer leur sort avec cet édit de 1787. Les Juifs vont avoir une existence légale en 1791. C'est la Révolution qui leur permet d'accéder à quelque chose, effectivement. Mais vous en avez qui ne percent jamais. Les femmes ne percent pas, c'est une évidence. Les femmes sont totalement oubliées, totalement mises de côté. On le voit très bien lorsqu'il y a, au moment de la mise en application de la loi de Brumaire en 4 sur les écoles centrales. Les écoles centrales qui ont été créées au moment de la Révolution. On a une femme qui demande à occuper un poste de professeur de dessin. Et on lui dit, mais madame, donc elle introduit sa demande devant le Conseil des 500, on lui dit, mais madame, c'est impossible. Les anciens, plus près que nous de la nature, etc. Et on déroule tout le compliment traditionnel. Bon, là, ça les arrange. Et les femmes n'ont aucun progrès qui est assuré. Les gens de couleur, en 1789, la France a des esclaves. La première abolition de l'esclavage, elle date de 1794. Et à l'époque où Olympe de Gouges écrit, il y a encore des esclaves. Sauf que Olympe de Gouges, elle a un mot sur les gens de couleur. Dans la déclaration de 1791, vous avez un passage sur les gens de couleur. Vous avez un passage qui est, si je me réfère à mes notes, qui est extrêmement clair. Bon, je ne le retrouverai pas, mais ça n'a aucune importance. Elle vise, voilà, ici. Elle dit, il était, alors c'est à la fin, dans ses commentaires subséquents, vous savez, je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait des textes qui entouraient la déclaration proprement dite, elle dit, il était bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décret en faveur des hommes de couleur dans nos îles. Et elle décline ça, les colons prétendent régner en despotes sur des hommes dont ils sont les pères et les frères. Et méconnaissant les droits de la nature, ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang. C'est très fort. C'est très fort. La condamnation est sans appel. Olympe de Gouges condamne cette exclusion. En revanche, il y a une exclusion qui est faite par les hommes, mais sur laquelle Olympe de Gouges ne revient pas, c'est celle des relations sexuelles entre personnes de même sexe. Ouais. Là, c'est un sujet qui n'est pas abordé. Et Olympe de Gouges n'en dit rien. Elle ne le condamne pas. On ne peut pas trop savoir ce qu'elle en pense. Elle ne le condamne pas. Elle condamne beaucoup de choses de la domination masculine, mais ça, je dirais que c'est presque quasiment le dernier tabou qui va tomber, et les homosexuels n'ont dû qu'à la présence de Cambacérès de n'avoir pas de législation pénale répressive en droit français, puisque Cambacérès était homosexuel, et qu'il a fait pression sur Napoléon pour empêcher que Napoléon ne pénalise les relations entre personnes de même sexe, comme c'était le cas dans presque toutes les législations européennes de la même époque. Donc oui, effectivement, on a chez Olympe de Gouges, on a un intérêt qui est porté pour les pauvres aussi. Elle va très loin, elle demande le mariage des prêtres. C'est-à-dire qu'elle remet presque tout en cause, sauf cette petite question qui est évidemment la plus épineuse. Et je dirais que, en fait, chez Olympe de Gouges, on a une égalité qui est conçue de façon consubstantielle, qui est conçue de façon humaine. C'est-à-dire que
elle prend les êtres vivants quand elle dit que les esclaves sont des frères. Alors bien sûr, ça peut être la notion chrétienne, bien sûr, ça peut être la notion maçonnique aussi, évidemment. Mais si c'est chrétien ou maçonnique, peu importe, c'est une notion qui n'est pas la notion juridique dominante du temps. Et donc il y a chez Olympe de Gouges cette notion de liberté et qui est fondatrice de l'égalité. Je dirais qu'il y a, on tire la notion d'égalité de la notion de liberté chez Olympe de Gouges, alors que, à mon avis, dans la Déclaration des droits de l'homme, on met sur le même plan la liberté et l'égalité. Et c'est du reste ce que nous disent tous nos commentateurs classiques. Si vous prenez le manuel de Le Pointe, l'histoire des institutions qui a été publié au milieu du XXe siècle, vous avez ça, très clairement. Alors, comment faut-il la lire, cette déclaration des droits des femmes, selon vous? Comment faut-il la lire? Alors, ça dépend ce que vous lisez. Ça dépend ce que vous lisez et où vous êtes. Alors, on va prendre peut-être un article qui est, à mon avis, une bombe dans la déclaration d'Olympe de Gouges. C'est l'article 11. Je me réfère, comme je le fais toujours d'abord à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. On vous dit: la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. Voilà ce qu'on vous dit dans l'article 11. Ça devient, chez Olympe de Gouges, la libre communication des pensées et des opinions, on est bien dans le même registre, est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement: je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le début et la fin, c'est pareil. À l'intérieur, c'est pas du tout pareil. Qu'est-ce qu'elle remet en cause? Elle remet en cause la loi, enfin le principe pater est, c'est-à-dire la présomption de paternité. Présomption irréfragable à l'époque. Celui, pour les non-juristes qui nous écoutent, le père est légalement, et sans qu'on puisse dire le contraire, le père biologique de ses enfants, le père du foyer, c'est-à-dire l'époux de la parturiente, c'est-à-dire de la femme qui vient d'accoucher. L'époux de la parturiente est nécessairement le père de son enfant. Et on ne peut pas revenir contre ça. Pourquoi on ne peut pas revenir? Eh bien parce que si on revient contre ça, on sape tout l'ordre social qui repose évidemment sur la famille, c'est-à-dire sur la puissance paternelle. Or, Olympe de Gouges, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit je suis mère d'un enfant sans qu'un préjugé barbare. C'est-à-dire que moi, femme, j'ai le droit d'avoir une sexualité. C'est ce qu'elle dit implicitement. Mais ce sont des choses dont on ne parle pas à l'époque. Surtout une femme. Déjà, les hommes n'en parlent pas, mais les femmes, elles n'en parlent pas du tout. Et de cette sexualité, j'en ai tiré un enfant. C'est-à-dire qu'elle inverse la proposition traditionnelle. Une des assises de la domination masculine, c'est la maternité des femmes. C'est de dire aux femmes, bon, écoutez, on vous demande d'être vierge, et ensuite on vous demande d'être fidèle. Parce que si vous faites n'importe quoi, vous risquez de rapporter un bâtard à la maison. Les hommes, pas de problème, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toutes les façons possibles, ils ne rapporteront jamais de bâtard à la maison. Et il est évident que la domination masculine, elle repose fondamentalement là-dessus. Mais de cet ébranlement possible des familles se déduit une mise en gardiennage du corps des femmes. C'est-à-dire que la femme n'a pas le droit de disposer de son corps. Elle n'a non seulement pas le droit de disposer de ses biens, puisqu'elle est mineure sur le plan juridique, mais elle n'a pas le droit de disposer de son corps. Et quand bien même elle disposerait de son corps, c'est une faute. Alors ça n'est plus un péché, puisqu'on n'est plus dans un système religieux. Mais
on est passé, si on lit Foucault, on passe de la notion de faute juridique en droit romain au péché qui est une faute morale chez les chrétiens. Ici, on est au bout de la chaîne 1500 ans plus tard. On passe de la faute chrétienne à la faute, enfin du péché chrétien à la faute juridique. Enfin, le résultat est le même. Tout à fait. Le résultat est le même. C'est juste. Mais alors, faut-il qu'il y ait deux déclarations selon vous, c'est-à-dire une déclaration dédiée aux hommes et une pour les femmes? Nous terminerons effectivement cette série par votre conclusion sur cette dernière question. À l'époque d'Olympe de Gouges, je dirais oui, c'est une évidence, il faut deux déclarations. C'est une évidence parce que les hommes sont autistes. Ils n'entendent pas. Donc, arrive un moment, on négocie, on parle, on charme, on séduit, et puis rien ne se passe. Et alors on fait quoi? Eh bien, on s'énerve. On s'énerve, et c'est ce que fait Olympe de Gouges. Et c'est ce qu'elle fait à la fin de sa déclaration dans le postambule. Elle a quelque chose d'extrêmement fort dans le postambule. Elle parle à un instant des prostituées. Là encore, parler des prostituées. Voilà ce qu'elle dit. Je voudrais en même temps, comme je l'ai exposé dans Le bonheur primitif de l'homme en 1788, c'est un opuscule qu'elle a écrit, que les filles publiques fussent placées dans des quartiers désignés. Ce ne sont pas les femmes publiques qui contribuent le plus à la dépravation des mœurs, ce sont les femmes de la société. Le coup est violent, le coup est très violent. Parce que l'opprobre était jeté sur les femmes publiques et on disait toujours que, eh bien, il fallait des femmes publiques pour préserver le statut des femmes d'État, mais c'était une version en creux des femmes d'État. Et elle vous dit non, on croirait entendre Brassens. C'est quasiment Brassens qu'elle est en train de faire. Donc, oui, bien sûr, à l'époque d'Olympe de Gouges, il faut cette déclaration. Aujourd'hui, la faut-il? À mon avis, non. Non, parce que depuis 1948, depuis la Déclaration universelle, on a eu la réflexion de Hansa Mehta sur la notion de droits humains. C'est-à-dire qu'on ne conçoit plus, ou on ne devrait plus concevoir les hommes sous ce mot-là, parce que ça ne va pas. L'ambiguïté est trop grande et il faut trouver autre chose. Droits humains, oui, pourquoi pas. Il faut... moi, j'ai apporté une toute petite pierre. Alors, ce n'est pas pour me citer, tous les universitaires font ça, donc je le fais aussi. Mais la réflexion qui m'a conduit à concevoir le concept d'égomètre, c'est ce à quoi je suis arrivé, c'est-à-dire essayer de concevoir un être vivant juridiquement protégé qui ne soit ni un statut, ni un rôle social, ni un citoyen. C'est-à-dire comment peut-on essayer de l'approcher? C'est une réflexion en cours. Je pense qu'aujourd'hui, il est urgent de trouver quelque chose. Je ne dis pas que je l'ai trouvé, évidemment, ce serait d'une prétention sans borne. Mais je dis qu'il faut qu'on se consacre vraiment à ça. Sinon, à quoi va-t-on aboutir? On va aboutir à une déclaration des femmes contre une déclaration des hommes. On va aboutir à une déclaration musulmane contre la déclaration des droits de l'homme. Et on l'a. On va aboutir à une déclaration des droits africaines. Et on l'a. Mais non. Il n'y a qu'une espèce d'être vivant sur Terre. C'est tout. Si on continue à multiplier les statuts, à multiplier les qualifications, on n'avancera jamais. Et on continuera dans l'antagonisme. Et l'antagonisme mène nécessairement, puisqu'il excite les instincts de violence, il mène nécessairement à l'hubris. Et l'hubris, c'est ce qui détruit les sociétés. Donc on ne peut pas faire un catalogue infini de choses à protéger. Et il n'y a pas de choses différentes à protéger chez les hommes et les femmes. Il y a à protéger la notion de dignité de l'être humain. Et je crois qu'il faut rester au niveau philosophique, accepter d'être dans une généralité et être de bonne foi. Et je reviendrai pour conclure chez les Romains. Ce qui fonde le droit romain,
c'est la bona fides. Il n'y a pas de droit s'il n'y a pas de bonne foi. Et lorsque ils ont créé la notion de jus gentium, lorsqu'ils se sont sortis de leur système juridique, qu'ils ont essayé de dialoguer avec des gens qui n'avaient pas les mêmes normes, ils se sont élevés au niveau de la philosophie. Et ils ont reposé leur philosophie sur Aristote. Et il faut ne pas tromper. Il faut vivre honnêtement et il faut donner à chacun ce qui lui est dû. Et tout ça se fait au nom de la bonne foi. Et je crois que les droits des êtres vivants, ils se déclinent de la même manière. Donc aujourd'hui, non, je ne crois pas que ce soit utile et je pense que c'est dangereux. Alors, nous sommes malheureusement obligés de conclure. Cher professeur, je vous remercie pour cette causerie. Et chers auditeurs, eh bien, nous nous retrouverons pour un nouvel épisode de cette série consacrée à la femme et à la société. C'est moi qui vous remercie.